Voilà. Ben, merci Zoé déjà pour avoir organisé toute l'après-midi. Et merci à Bernard et Jonathan pour vos interventions, parce que moi ça m'a bien stimulé en tant qu'économiste de ce oui. Du coup, je vais vous présenter un peu la sécurité sociale en Belgique. Je me rends compte que ma présentation est un peu éloignée de ce qu'on a vu avant, donc j'ai un peu peur que ce soit parfois hors propos et un peu trop technique. Donc je vais essayer d'aller assez vite et de plus présenter les grands enjeux et puis laisser la place pour la discussion, parce que j'ai un peu découvert la sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, en Belgique, il y a des notions, là, je crois que ça, tout le monde connaît plus ou moins, donc je vais aller très vite. On a trois grands régimes de sécurité sociale, les salariés indépendants et fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, c'est surtout les pensions publiques. Et maintenant, il y a deux niveaux. Il y a le gros paquet de la sécurité sociale qui joue au niveau fédéral, mais il y a aussi une partie qui est régionalisée, les allocations familiales et une partie des soins de chantier. Et donc, au total, pour 2019, c'est un budget de 103 milliards. Et la plus grosse partie, c'est pour le budget des salariés, donc 7,4 milliards. Donc, comme on l'a déjà dit, la sécurité sociale, ça permet de mutualiser les risques sociaux, de créer une grande solidarité à plein de niveaux et de démarchandiser aussi les personnes, donc de leur permettre de quand même avoir des conditions de vie, même s'ils savent plus travailler. Et puis de sortir, de communiser en fait certains ponts de l'économie, donc de les sortir du capitalisme. Donc il y a cette grosse branche de la sécurité sociale en Belgique. La plus grosse, c'est les pensions, puis les soins de santé. Et puis maintenant, on a l'incapacité de travail qui a dépassé le chômage. Et puis on a des petites branches, maladies professionnelles, accidents de travail, etc. En Belgique, c'est un régime, comme en France, bismarckien de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les droits à la sécurité sociale sont liés au fait d'être salarié, de travailler. Et donc c'est une assurance par le salaire et c'est une sécurité sociale qui va être pas mal gérée par les partenaires sociaux, donc par les employeurs et par les travailleurs. Mais on a quand même une universalité de certains ponts de la sécurité sociale comme les soins de santé et les allocations familiales. Et ça c'est intéressant puisque l'alimentation ce serait aussi un pont plus universel qui n'est pas conditionné au fait de travailler en Belgique. Alors, maintenant je vais voir un peu le financement de la sécurité sociale et puis les dépenses de la sécurité sociale. Et je voulais d'abord revenir avec quelques dates importantes dans la création de la Sécu en Belgique. Donc la Sécu a été créée en 1944 avec le pacte social et à la base c'est vraiment, comme on l'a dit avant, une gestion paritaire qui s'est installée. Donc ça veut dire que la Sécu était gérée vraiment par les employeurs et les travailleurs et elle était financée essentiellement par les cotisations sociales. Et puis dans les années 70-80, on a un peu un changement progressif de la vision de la Sécu. Et la Sécu, en fait, elle est vue plutôt, elle commence à être vue un peu comme un coût pour les entreprises, comme en fait un frein et un piège à l'emploi. Et donc on met plutôt la priorité sur la compétitivité des entreprises. Et du coup, on a tendance à vouloir diminuer les cotisations sociales et du coup, on va amener à d'autres sources de financement qui vont être les subventions de l'État. Donc les subventions de l'État, c'est juste en fait des dotations du niveau fédéral à la sécurité sociale. Et puis du financement alternatif, et ça va être surtout des sources de TVA et de précomptabilité. En 95, on a, bon, ça c'est moins intéressant, mais on a en fait toutes les différentes branches de la sécurité sociale qui vont se regrouper dans une gestion globale. Et là, c'est quand même important parce que quand on va mettre en place cette gestion globale, en fait, on va avoir l'arrivée du gouvernement dans la gestion de la Sécu. Et le gouvernement va même avoir un droit de veto dans la gestion de la Sécu. Et donc, il va prendre une place plus importante par rapport aux partenaires sociaux. Voilà, alors en 2015, on a une grosse réforme que tous les Belges connaissent qui s'appelle le tax shift, qui va juste accentuer en fait, les tendances qui avaient déjà lieu depuis les années 70, c'est-à-dire la diminution des recettes de cotisation sociale et le renforcement du financement alternatif. Et puis en 2017, on a une nouvelle loi de financement de la Sécu qui est assez importante parce qu'elle va à la fois consacrer l'austérité de la Sécu et va encore renforcer le rôle du gouvernement dans sa gestion. Alors si on regarde l'évolution du financement, c'est ce que j'expliquais déjà. En gros là en rouge on a les recettes de cotisation sociale, on voit que de 2000 à 2014 elles ont fortement diminué. En 2015 elles augmentent mais c'est juste une opération comptable liée à la 6e réforme de l'État. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et puis on voit que de 2015 à 2022 elles vont de nouveau diminuer et c'est les autres sources de financement qui vont augmenter. Et le deuxième fait qui est assez important, c'est que en gros, l'enveloppe globale de la sécurité sociale, elle a quand même continué à croître plus ou moins jusqu'en 2014,
Mais sous le gouvernement Michel, là, on a eu vraiment une croissance réelle du financement total de 0%. Donc en fait, on a eu une stagnation de la croissance de la sécurité sociale. Et on verra, mais notamment à cause de pas mal de mesures d'économie. Alors, si on regarde... Si on regarde pourquoi est-ce que les cotisations sociales ont diminué dans le financement de la sécurité sociale, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est, parce que Bernard Friot en a déjà parlé, c'est la diminution de la part salariale. Donc en gros, avant, quand on produisait 1 euro de valeur ajoutée, on avait environ 67 cents qui allaient aux travailleurs et 13 qui allaient au capital. Soit pour les actionnaires, soit pour des nouveaux investissements. Et maintenant, on n'en a plus que 56%, donc 58 cents. Et du coup, ça fait qu'il y a une moins grosse partie de la valeur ajoutée qui va aux travailleurs, et donc il y a moins de cotisations sociales aussi pour payer la sécu. Donc ça, c'est important parce que c'est la répartition primaire des revenus, comment est-ce qu'ils sont répartis entre les travailleurs et le capital. De manière concomitante, du coup, on a en fait, et ici on en a aussi déjà un peu parlé, les rémunérations brutes des travailleurs qui en fait ont stagné depuis 2008, donc c'est en rouge, et la Belgique c'est en rouge. Donc on voit que les salaires, les rémunérations brutes, elles ont plus ou moins, enfin elles ont encore un petit peu augmenté, mais beaucoup moins que la partie qui va au capital jusqu'en 2008. Et puis on a vraiment une stagnation des rémunérations brutes, et donc qui dit stagnation, ben, ça dit aussi stagnation des cotisations. Et puis troisième grosse tendance, c'est en fait les réductions de cotisations sociales qui sont octroyées aux employeurs et aux travailleurs. Et donc là, on voit le montant que ça représente en milliards, et on voit que pour 2019, ça représente 11 milliards de pertes de recettes à la Sécu, parce qu'on a plein de mesures de réduction de cotisations, et notamment ce tax shift qui va diminuer les cotisations patronales de 32 à 25%. Et donc là, on voit aussi qu'on a plein de leviers en fait, pour récupérer de l'argent dans la Sécu, quoi, parce que si en fait déjà on n'avait pas ces réductions de cotisations, on aurait déjà 11 milliards de plus, ce qui fait déjà ce qui est la moitié du budget de la sécurité sociale alimentaire dont Jonathan parlait. Voilà, et donc juste revenir brièvement mais sur le fait qu'il y a vraiment une idéologie de dire qu'une idéologie un peu de la compétitivité qui a fait qu'on a voulu réduire les cotisations sociales pour essayer de réduire le coût du travail et pour pouvoir après réduire les prix des entreprises, booster notre compétitivité et augmenter nos ventes. Mais ça en fait c'est tous des raisonnements économiques qui ne tiennent pas tout à fait la route. Parce que d'abord le principe de compétitivité ne vaut pas si on l'applique à tous. Si tous les pays européens diminuent leur coût du travail, mais finalement on n'est pas plus compétitif. Que les salaires c'est aussi une débouchée pour l'économie. Que ces diminutions du coût du travail, en fait, on a observé ces dernières années qu'elles se répercutent surtout dans des marges supérieures des entreprises, mais pas tellement dans des prix plus faibles. Et puis c'est une vision partielle de la compétitivité, puisqu'il y a d'autres déterminants, comme le coût du capital. On sait bien que les actionnaires, ces dernières années, justement, demandent un taux de retour sur investissement beaucoup plus important, le coût des intrants, etc. Voilà, donc ça c'est pour les cotisations. Et alors il y a encore un truc qui est important à dire sur les cotisations sociales. En Belgique, on a une tendance assez importante, c'est l'explosion des avantages extra-légaux, donc tout ce qui est chèque repas, mobilité, etc. Et ça a été un peu une manière de compenser en fait, l'augmentation de justifier la stagnation des salaires bruts. Donc c'est-à-dire qu'on n'augmente pas le brut, mais par contre on donne des avantages extra-légaux en net aux employés sur lesquels il y a très peu de cotisations sociales. Donc ça a aussi déforcé le financement de la sécurité. Et alors, on a aussi l'arrivée des contrats à faire de cotisation sociale, comme les flexi-jobs, l'économie collaborative, les emplois flexibles, voilà. Donc ça, c'est les évolutions un peu dans la branche des cotisations sociales, et donc qui laissent aussi des opportunités pour revaloriser la cotisation et pour récupérer de l'argent, parce que les avantages extra-légaux, c'est aussi un manque à gagner, je ne sais plus c'est combien de milliards, mais c'est énorme en Belgique. Participation de l'État dans ces avantages. Non, c'est surtout qu'ils sont défiscalisés, donc ça veut dire qu'ils ont des taux de cotisation. En fait, l'employeur ne paye quasi rien, et donc c'est quasi du salaire net, mais donc il ne va quasi pas donner de cotisation, et donc ça manque à gagner. Si on augmentait les salaires bruts, ben, ça ferait qu'on récupérerait beaucoup d'argent. Rien que les voitures de société, par exemple, si c'était traduit en salaire brut, on aurait une partie pour la sécurité sociale. Oui, je vois, mais je dirais que l'État ne participe pas aussi. Financièrement à aider les entreprises à donner ces avantages extra-légaux. Non, il n'y a pas de... La part de l'État, par exemple, en remboursement des tickets de transport. Oh, oui. Il y a ça. Non. Ouais. Pas ma connaissance. Par rapport à ce que tu présentes toi, ce que dit Louise ici, c'est que, en fait,
SN de société ou un portable de société, c'est qu'il peut le défiscaliser. Donc une voiture de société, tu peux le défiscaliser à 100%. La carte essence qui va avec, avant c'était 100%, maintenant c'est 75% qui peut le défiscaliser. Et donc même le prix d'achat de la voiture peut totalement disparaître. Mais par contre, l'inconvénient majeur, c'est que ce n'est pas les 500 € bruts, ça représente plus ou moins, qui sont soustraits de ta fiche de paie et de salaire. Mais en même temps, c'est tes congés payés, c'est ta pension, c'est tout ce qui va au pot commun de la sécurité sociale qui est déduit et qui s'ajoute à tout ce que l'entreprise enfin tous les avantages dont l'entreprise peut bénéficier. Donc les aides à l'emploi par exemple, ou les plans activats qui sont d'autres éléments supplémentaires, ou tous les avantages que l'entreprise reçoit. Et en 2009, je pense, maintenant ça remonte à moins 2009, mais ça représentait près de 11 milliards pour les régions d'aide aux entreprises. Mais c'est ça. Mais donc ça c'est encore en plus. C'est un élément supplémentaire. On donnait de l'argent à l'entreprise pour qu'elle engage les travailleuses et les travailleurs, mais elle ne les engage pas pour autant, tu vois. Et donc ça c'est un élément annexe. Par rapport à ce que dit Louise, c'est juste au niveau de la sécurité sociale, c'est du salaire brut qu'on te soustrait. Et le problème ici, c'est que l'employé a aussi un peu un intérêt à avoir ces avantages extra-légaux, sauf que, en fait, il définance la sécurité sociale et donc il définance son salaire socialisé et après ce qu'il va recevoir en soins de santé et en pension. Mais dans l'imaginaire collectif, en fait, dans les récits qu'on raconte, c'est difficile de s'opposer à ça. Donc ça, c'est pour les cotisations sociales. Après, maintenant, la deuxième grosse source de revenus, c'est les subventions de l'État. Donc, qui sont juste des dotations que l'État va donner à la sécurité sociale. Et là, il y a une loi qui a été votée en 2017 qui est vachement importante, parce qu'elle va un peu revoir l'architecture de la sécurité sociale. Cette loi, elle va avoir plusieurs pans. Le premier, c'est qu'elle va revoir la composition du financement alternatif, mais ça, c'est moins important. Mais surtout, elle va conditionner les deux dotations, les subventions de l'État, à plusieurs conditions, on va les voir maintenant. Et elle va instaurer une commission de finances et budget, dans laquelle il n'y aura pas les partenaires sociaux, donc c'est que le gouvernement qui va y siéger, et qui est là justement pour surveiller un peu la gestion paritaire et l'application des mesures gouvernementales. Donc ça renforce encore le pouvoir du gouvernement et ça déforce encore les syndicats et les employeurs dans la gestion de la santé. Et du coup, comment est-ce qu'elles vont être conditionnées, ces deux dotations? On a la dotation classique, donc qui est voilà, une des dotations, qui va évoluer selon l'inflation, mais aussi selon un coefficient de vieillissement pour prendre en compte en fait, la problématique du vieillissement de la population en Belgique. Mais pour que ce coefficient de vieillissement soit octroyé, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient remplies. Premièrement, que le PIB croisse à plus de 1,5% et puis que l'âge de la sortie du marché du travail augmente chaque année. Et du coup, ça c'est un peu dégueulasse parce que c'est conditionné en fait, une partie du financement de la Sécu à des conditions sur lesquelles les interlocuteurs sociaux en fait n'ont pas prise. Que le PIB croît de 1,5%, en fait on en voit quand il y a la crise du corona, c'est pas quelque chose sur lequel on a prise. Et en plus, c'est essayer de pousser certaines réformes comme l'augmentation de l'âge des pensions. Et la conséquence, c'est que ce coefficient, en fait, il n'a jamais été octroyé encore depuis que ça existe. Deuxième truc, c'est la dotation d'équilibre, qui est importante parce que la dotation d'équilibre, elle va venir compenser en fait, le déficit de la sécurité sociale. Donc là, pour la crise Covid, en fait, c'est que la dotation d'équilibre qui est venue compenser tout ce qu'on a dû payer en chômage, etc. Mais le problème, c'est que depuis 2017, maintenant, la dotation d'équilibre, elle est conditionnée à plusieurs mesures. Premièrement, il faut que la Sécu prenne des mesures pour lutter contre la fraude sociale. Donc déjà là, on met l'accent sur les bénéficiaires d'allocations sociales et pas sur les employeurs, etc. Que la Sécu participe à la résolution du déficit budgétaire de l'État fédéral. Donc vraiment là, c'est instaurer un peu l'austérité en fait, dans la Sécu. Qu'elle réalise des mesures d'économie si jamais elle est en déficit, justement pour compenser ces déficits. Et puis que les accords sociaux soient neutres budgétairement. Donc ça veut dire que si on veut financer des nouvelles politiques, il faut qu'on trouve des mesures d'économie pour les financer. Et donc ça, c'est aussi en fait renverser un peu la logique de financement de la Sécu, où ici, on va vraiment avoir une responsabilisation de la Sécu, une activation de la sécurité sociale en tant que telle, même plus des interlocuteurs, enfin des bénéficiaires d'aide sociale, mais aussi de la Sécu en tant que telle. Voilà en gros. Et alors oui, ça, l'augmentation du financement alternatif, donc du coup, on a
a eu quand même une augmentation du financement alternatif pour compenser la diminution des cotisations sociales et des subventions de l'État. Et ça, c'est un peu une logique néfaste parce que le financement alternatif, c'est surtout de la TVA et puis un peu de compte mobilier. Et c'est un impôt qui est moins redistributif. Alors, conclusion sur le financement de la Sécu, on voit en fait, on a quand même une réduction progressive de l'enveloppe globale de la Sécu et de la part relative des cotisations sociales dans cette enveloppe, que la Sécu devient une variable politique d'ajustement du déficit budgétaire, ce que je disais juste avant, et que du coup, les dépenses sociales vont devenir la variable d'ajustement de l'équilibre de la sécurité sociale, puisqu'il ne peut plus tellement agir sur les recettes, on va devoir agir sur les dépenses et prendre des mesures d'austérité, et puis qu'il y a un affaiblissement de la concertation sociale au profit de l'exécutif. Maintenant, c'est quand même un petit peu nuancé, parce que suite à la crise Covid et au nouveau gouvernement qui est plutôt de centre droit, on a eu la dotation d'équilibre qui était augmentée pour financer, pour compenser tout l'impact du Covid. Mais à part ça, en fait, on n'a pas eu de gros changements dans l'architecture du financement de la Sécu. Il y a eu que des petites mesurettes qui ont été proposées, mais on n'a pas du tout eu de grosses mesures d'ouverture qui sont proposées. Et on a plutôt une poursuite des réductions de cotisation. Ce qu'il faudrait, c'est premièrement, et c'est ce dont on a déjà parlé précédemment, c'est jouer sur la redistribution primaire des revenus, donc accroître la part salariale. Et ça, un des trucs très importants, c'est l'augmentation des salaires, en fait, qui a plus été le cas depuis 2008, et je crois qu'on peut reprendre des idées de Bernard Friot, où c'est une augmentation plutôt du salaire minimum qui est aussi faible en Belgique. Et puis après, il y a plein de mesures pour jouer plutôt sur la redistribution secondaire des revenus, donc taxer davantage le capital qui est peu taxé en Belgique, revaloriser les cotisations sociales, puis à la fin des réductions de cotisations, une régulation des avantages extra-légaux, et puis revoir aussi la loi de financement pour supprimer les conditions de ces dotations du financement et restaurer une gouvernance plus stable en donnant moins de poids au Conseil des ministres si on veut garder cet aspect de la concertation sociale. Et alors très vite, quand on regarde l'évolution des dépenses de la Sécu, nous de nouveau, c'est ce que je disais, donc depuis les années 80, l'enjeu premier, c'est surtout devenu la compétitivité des entreprises. La Sécu, elle est un peu vue comme un frein et un piège à l'emploi, on l'a déjà dit. Et on a un peu une autre conception du risque social. Donc avant, il était vu comme quelque chose d'aléatoire et identique pour tous, donc on peut tous tomber au chômage, on va tous être à la pension. Et maintenant, il y a beaucoup plus l'idée de la responsabilité individuelle qui est venue se mettre dans le débat. Et donc, il y a eu deux grosses évolutions dans les dépenses. Premièrement, une activation des personnes avec revenu de remplacement, et puis une réduction des dépenses. Et donc là, ça, c'est les réformes qui ont été prises ces dernières années. Mais donc, on a l'augmentation de l'âge à la pension. Dans le chômage, on a eu toute la réforme sur les allocations d'insertion, la fin du crédit sans motif, l'activation des personnes en chômage. Dans les soins de santé, sur la dernière législature, on a eu 2,4 milliards d'économies, donc ça c'était vraiment énorme et ça a vraiment fort touché le patient. En incapacité de travail, on a aussi une volonté d'essayer de remettre au travail les personnes en incapacité. Donc voilà, le tableau n'est pas super beau. Maintenant, depuis 2020, c'est un peu plus balancé, parce qu'on a réinvesti notamment dans les soins de santé et il y a une réforme des pensions pas trop mal qui va sans doute avoir lieu. Mais voilà, avec aussi des économies qui sont prises, donc il n'y a pas de gros revirements non plus avec le gouvernement actuel. Du coup, la conclusion, c'est qu'on a une réduction quand même progressive des dépenses globales, qu'on a un renforcement de la privatisation, et ça je crois que c'est important, c'est qu'en gros on a la sécurité sociale solidaire qui diminue, et du coup on a une privatisation qui augmente pour les pensions, surtout dans les pensions et les soins de santé. Et alors, après oui, j'ai plus un peu des réflexions, mais au niveau fédéral en Belgique, on voit qu'on a souvent des gouvernements qui sont plutôt aux affinités des employeurs, et ça pose pas mal de questions, parce que en gros, pour les employeurs, en fait, eux sont plus très friands de venir négocier avec les syndicats, parce qu'ils savent que s'il y a un blocage, la décision va revenir au gouvernement, et le gouvernement va plutôt être aux affinités des employeurs, donc ça bloque aussi un peu la mise en place de politiques plus sociales. On a un contexte politique et économique qui est assez cohérent aussi, et ça c'est un peu une question que j'avais tout à l'heure pour Bernard Friot, mais bien fait. Où on a donc un peu une suraccumulation du capital, du coup le capital va trouver des nouveaux ponts pour augmenter son profit. Ça passe par une financiarisation, ça passe par la marchandisation
création de groupements comme les pensions. En fait, les pensions, c'est une énorme aubaine pour le marché s'il y a ces 40 milliards de pensions qui vont sur les marchés. Et c'est aussi des attaques du coup aux salariés via des baisses de salaire, etc. Et donc comment est-ce qu'on fait pour casser cette dynamique du contexte politique économique assez cohérent? Puis une autre petite question sur le fait que la Sécu aujourd'hui elle repose quand même fort sur la croissance de la productivité, la croissance économique. Mais là je trouve que Bernard Friot a déjà répondu un peu comment est-ce qu'on peut faire avec la création monétaire et l'augmentation des salaires, etc. Et donc pour aller vers la sécurité sociale de l'alimentation, ben moi j'ai l'impression que c'est une idée vachement innovante pour essayer de réinvestir dans la sécu et pour répondre à ces besoins structurels. C'est une manière de prendre autrement en fait le problème, quoi. Et donc moi ça me semble être vraiment un truc assez intéressant parce que là on sent qu'on arrive un peu à des blocages où les syndicats aussi ne savent plus vraiment comment faire des mesures d'envergure. Mais ça nécessite de créer un large rapport de force. Et voilà, les questions que moi je trouve qu'il pourrait être intéressant de discuter maintenant, c'est un peu d'où se trouve la fenêtre d'opportunité en Belgique, à quel niveau, est-ce que ça doit passer par la Sécu, et aussi, oui, la question que j'avais un peu tout à l'heure, c'est que ça reste en partie réformiste, même si c'est de sortir du capitalisme, c'est un pont. Et donc comment est-ce qu'on peut arriver maintenant à créer le rapport de force en restant dans le capitalisme pour mettre en place cette sécurité sociale? Je trouve que sur les idées, je rejoins énormément de choses qui ont été dites tout à l'heure, mais c'est plus un peu sur la stratégie, comment on peut y arriver, que je crois qu'on peut essayer de porter la discussion maintenant. Voilà. Merci.